Bonjour Loane. Bonjour Sylviane. Ah bah écoutez, vraiment, oh là là, il y a du vent, hein. Dites donc, c'est... Oh là là, mais vous êtes dans un endroit vraiment très agréable, hein. Vous êtes sur votre balcon? Exactement, je suis sur la terrasse. Ah bah dis donc, c'est vraiment chouette, hein, franchement. Alors, Loane, nous sommes réunis par la magie de la vidéo, comme je dis toujours, hein, de la technique, parce que vous avez écrit un livre super costaud, hein, que j'ai lu, hein, de A à Z, parce qu'il est vraiment très, très, très intéressant. Mais d'abord, je voudrais parler de vos dessins, parce que je les trouve tellement beaux. Ça fait aussi partie du livre. Alors, je les montre. Vous voyez, alors attendez, je ne sais pas si on les voit bien, il faudrait qu'on les voit bien. Après, il y a un autre l'autre dessin. Ils sont vraiment, oh là là, moi je suis tombée amoureuse des dessins aussi. Vous voyez? Alors là, oh, je les trouve vraiment. Alors, votre livre s'appelle, oui, je l'ai pas, j'ai d'abord montré les dessins, j'ai été tellement fascinée par les dessins que c'est comment apprivoiser et développer sa médiumnité, on va en parler, hein, un manuel pratique pour communiquer avec l'invisible. Bon, hein, donc je le montre, voilà, de Loane Liège, c'est vous. Alors, ma chère Loane, d'abord, je suis ravie et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation parce que c'est vraiment, ce livre m'a vraiment fasciné. Alors, il est très beau, il est très clair et il ouvre quand même des pistes absolument. Moi, je n'avais jamais, il y a certaines pistes, je n'avais jamais rien lu et Dieu sait si j'ai beaucoup lu sur le sujet, mais on va en parler. Alors, ma chère Loane, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter rapidement, hein, enfin, vous présenter tout court, vous prenez le temps que vous voulez, évidemment. Et puis, pourquoi vous avez écrit ce livre? Vous avez écrit d'autres livres. Et pourquoi aujourd'hui ce livre? Parce qu'il était temps de partager sur ce sujet qu'est la médiumnité. Je suis médium, je suis née comme ça. Ce parcours de médium m'a encouragée, poussée, parfois obligée aussi à explorer différentes pistes. C'est ces pistes que je traite dans ce livre. Des pistes en effet parfois étonnantes, comme les Oui. interactions entre le corps physique et les capacités extrasensorielles, les contacts avec l'invisible. Et pour moi, en fait, il m'était vraiment important de pouvoir enfin partager toute mon expérience, d'autant que je rencontre quand même beaucoup de gens, petits et grands, qui ont des dispositions de médium, voire même carrément qui utilisent leur médiumnité consciemment et qui sont souvent un petit peu perdus. Et j'ai senti vraiment un besoin d'avoir des outils, mais aussi des repères et une forme d'assise pour pouvoir vraiment développer cette médiumnité dans les meilleures conditions possibles. Alors, Loane, vous dites, des fois, ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus alors? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Parce que vous venez de dire, parce qu'il y a des gens, des Ah médiums qui oui, utilisent leur médiumnité, mais parfois ils sont perdus. Alors pourquoi ils oui. sont perdus? Alors souvent, ils sont perdus parce qu'ils captent énormément de choses, mais ils ont du mal à faire la distinction entre tout ce qu'ils captent. Parfois, ils se sentent même carrément envahis par les différentes énergies, manifestations de l'invisible qui les entourent. Ils ressentent le besoin d'être protégés, notamment. Mais comment être protégé si on n'arrive pas à définir ce qui nous enquiquine, ce qui nous perturbe, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment besoin de décrypter les choses de manière très méthodique pour que finalement, cette médiumnité qui peut paraître complètement virtuelle devienne concrète, pragmatique. D'accord. Ah, là, je comprends mieux. Parce que là, vous abordez, mais alors on peut dire, vous abordez tout. Franchement, je vois pas ce qui reste, hein. Franchement. Alors, j'aimerais que vous me disiez quelle est la différence entre enfin, par rapport à votre livre, la médiumnité. Pour moi, les médiums, mais le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, hein. Tout le monde est médium. Mais j'aurais voulu que vous me disiez quelle est la différence, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Et puis l'invisible, parce que moi je pensais que les médiums c'était uniquement pour les défunts, les conversations avec les défunts. Et là, on voit que non dans votre livre. Un médium, c'est un pont entre la réalité matérielle, concrète, et les manifestations de l'invisible au sens large. Donc, alors quand je dis un pont, c'est dans les deux sens, hein, émission et réception, avec Oui, la possibilité aussi bien de capter que de communiquer, de transmettre. d'accord.
Alors, ces manifestations de l'invisible sont très, très larges. En effet, cela peut être les défunts, pourquoi pas? Mais ce n'est pas que les défunts. Ça peut être aussi des esprits de la nature. Cela peut être des entités diverses et variées, autant dans les hautes sphères qu'on va appeler des guides, des êtres de lumière, des anges, que dans des sphères beaucoup plus basses, que l'on va plutôt appeler les entités du bas astral. Donc, c'est très, très large. Et à cela s'ajoutent aussi les mondes. Parce qu'il y a on va dire les êtres, les individus qui sont des manifestations évoluant dans ces mondes, mais il y a aussi les mondes en tant que tels, alors qu'ils soient sur Terre de manière parallèle, mais aussi dans l'univers. D'accord. Donc, parce que là, effectivement, ça, c'était pour moi important qu'on puisse évidemment parler sur ça, sur l'invisible. Bon, alors vous, en tant que médium, bon, vous êtes né comme ça. Alors, est-ce qu'on peut développer sa médiumnité? Oui, on peut la développer de différentes façons. Déjà, si on s'intéresse à ce sujet, c'est qu'on a des prédispositions sans même s'en rendre compte. Ah oui. Oui, très souvent. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu, les personnes qui s'intéressent à ce sujet ne sont pas n'importe quelle personne. Dans la population en général, beaucoup de gens ne s'intéressent pas du tout à ce sujet, il faut être honnête. Vrai. Ça leur passe par-dessus la tête. C'est vrai. Ils préfèrent parler écran plat et je ne sais trop quoi, mais c'est pas leur truc. C'est pas le truc de l'invisible et de la médiumnité. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça paraît évident. Voilà, ça nous paraît évident pour vous et pour moi, mais c'est vrai que effectivement, non, c'est pas évident pour tout le monde. Non. Et si on s'y intéresse, c'est souvent en fait parce qu'on a déjà eu des expériences plus ou moins conscientes, parfois dans l'enfance, de communication avec cet invisible. Et là, on se pose des questions. On se dit, tiens, il y a ce truc-là qui existe. J'ai l'impression, je ressens quelque chose. Par exemple, quand je rentre dans une maison particulière, je suis parcourue de frissons. C'est bizarre, je ne comprends pas, mais il se passe quelque chose. Ou, par exemple, quand je pense à telle personne, elle me téléphone. Là aussi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est un phénomène, mais on se rend bien compte que ça fait appel à une compréhension qui est au-delà de l'aspect matériel. Donc, si on s'intéresse à la médiumnité, on peut la développer. Oui, exactement. Bon. Ça veut dire que déjà, nous avons cette sensibilité médiumnique qui demande qu'à s'épanouir. Alors, comment peut-on la développer? Alors, la médiumnité, c'est comme un sport. Plus on s'entraîne, plus ça se développe. Et pour cela, on fait des exercices. D'accord. Alors, quel genre d'exercice peut-on faire pour développer sa médiumnité? Alors, suivant les envies de chacun, on peut développer certains sens plus particulièrement. Il y a des personnes, par exemple, qui sont assez visuelles et qui vont plus être à même de développer la clairvision, donc avec des exercices de clairvision, qui vont être des exercices, par exemple, tout simplement de regarder un arbre. Alors, quand on regarde un arbre avec sa clairvision, il ne s'agit pas de focaliser sur l'arbre, mais de régler son regard au-delà de l'arbre, comme si finalement le regard se perdait à l'horizon. Ce qui permet progressivement, alors évidemment avec beaucoup de patience, de laisser apparaître des éléments. Alors ça peut être par exemple un contour, tout simplement, un contour lumineux. Ça peut être le prana aussi, ces petites étincelles qui se mettent à briller autour de l'arbre. Voilà, et en fait on laisse apparaître sans rien attendre. Pour certaines autres personnes, ce seront d'autres sens. Les personnes qui sont très émotionnelles vont plutôt développer la claire émotion. L'empathie. Alors, c'est quoi la claire émotion? C'est ressentir ce que l'autre ressent. Oui, c'est de l'empathie alors. C'est de l'empathie. C'est de l'empathie. D'accord. Alors, de l'empathie avec les êtres humains. D'ailleurs, souvent, ces personnes-là sont envahies par les émotions des autres et tout le challenge va être de discerner ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. Mais ça peut être aussi sentir les émotions des plantes, les émotions des animaux, et puis après passer dans l'invisible, puisqu'on peut aussi communiquer par émotion avec cet invisible. D'accord.
Enfin, vous expliquez tout ça très très bien. Hein, faut pas croire. Là, ça paraît comme ça un peu ardu. On se dit oh là là, ça va pas être facile. Mais vous expliquez ça bien. Et alors, il y a un point moi qui vous en avez rapidement parlé. C'est votre 6e chapitre, c'est l'interaction entre le corps physique et l'invisible. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que ça, on pense toujours à l'invisible. Hop, c'est parti. Voilà. Et ben, vous dites, ben non, alors quel est le lien? Est-ce que vous pouvez développer, on va dire? Parce que ça m'a beaucoup frappé. Oui, alors tout d'abord, le corps physique est essentiel, il est vraiment à prendre en compte. C'est notre pilier. Si le corps physique est affaibli, automatiquement, nos sens ne sont plus aussi aptes à capter cet invisible. C'est normal. Capter l'invisible demande énormément d'énergie. En fait, nous sommes des sportifs. Les médiums sont de véritables sportifs. Hein? De haut niveau. Ils travaillent de haut niveau. Et les capacités extrasensorielles sont comme des muscles qui travaillent. Et pour que ces muscles travaillent bien, il faut les nourrir avec des vitamines, des minéraux, une hygiène de vie appropriée. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc oui, ça c'est important que vous en parliez parce que on zappe généralement tout ce côté. C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Bon, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il est. Alors je remonte votre livre, je remonte. Alors je ne peux pas résister au dessin quand même, hein, parce que ça. Alors regardez ce dessin, s'il est magnifique. Et je précise que c'est vous la dessinatrice. J'ai tout de suite été regardée. Hein, je vois Loane Miège pour les illustrations. Hein, bravo, bravo. Alors, vous parlez des orbes, vous parlez des maîtres spirituels, vous avez vraiment, c'est exhaustif parce qu'on se demande comment toutes les idées sont venues. Parce que ça a dû demander des années un livre pareil. À l'écrire, non. En fait, je l'ai écrit en 1 année. Oui. C'est descendu tout seul, c'était vraiment comme une évidence. Par contre, les expériences qui constituent le livre, c'est toute ma vie. Ben oui, c'est toute votre vie. J'ai 47 ans, c'est 47 ans de vie. Alors, vous dites que vous avez été, vous êtes médium, vous êtes né comme ça. Bon, ok. Alors, comment vous l'expliquez, mais comment vous l'avez vécu de toute petite? Est-ce que dans votre famille, il y avait déjà des médiums? Donc, on peut penser que s'il y avait un médium dans la famille, on a peut-être des chances nous aussi d'être médium. Comment vous avez vécu la médiumnité petite et jusqu'à ce que vous décidiez de devenir un médium professionnel, si j'ose dire? Oui, en fait, assez mal. Je suis née avec le souvenir de vie antérieure et je racontais de manière très spontanée quand j'étais toute petite, 3-4 ans, que j'étais vietnamienne et que dès que j'en aurais les moyens, évidemment, je retournerais dans mon pays, au Vietnam, et je pouvais le décrire. Et tout ça me paraissait tellement naturel. Évidemment, ça ne passait pas du tout. On me regardait avec des gros yeux et on me faisait bien comprendre que là, non, c'était pas possible. Et puis, je voyais aussi bien des volutes colorées autour des personnes. Je ressentais des présences. Je parlais avec des esprits de la nature. Pour autant que je ne nommais pas esprit de la nature parce que je faisais, une séparation entre ce que je pouvais lire dans les livres pour enfants qui étaient écrits par des adultes et ce que moi, je percevais en tant qu'enfant. Il y avait encore ce schisme entre le monde des enfants et le monde des adultes. Et alors, là, je me permets de vous interrompre, mais vous, petite, alors vous êtes vietnamienne. Votre vie antérieure, vous êtes vietnamienne. Donc, alors, oui. Vos parents n'étaient pas du tout branchés médiumnité. Pas du tout. Pas du tout, ouais, pas du tout. Alors, donc, on peut se dire, alors, est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est important, parce qu'il doit y avoir beaucoup de personnes on empêche les enfants, mais non, c'est ridicule, tu vois rien, alors qu'effectivement, ils voient des choses, hein, ils n'ont pas le filtre du mental. Donc, vous, comment vous avez vécu ça et comment vous avez réussi à dépasser suffisamment tout ce qui se passait autour de vous pour devenir précisément la personne que vous êtes? Ça n'a pas dû être facile. Non, ça n'a pas été facile, surtout que j'ai une famille du côté de mon père où il y a des problèmes de schizophrénie. Qui correspond aujourd'hui,
je peux le dire, mais à l'époque, en tant qu'enfant, je ne le savais pas, a de la médiumnité mal gérée. Mon père prenait des crises, il était possédé en fait, hein, tout Oui. simplement. Il y avait vraiment plusieurs personnes qui cohabitaient dans son corps. Et parfois, c'était le cataclysme. Et là, il fallait mieux prendre la poudre d'escampette et aller se planquer. Donc, donc, la première chose que j'ai appris, c'est à repérer la présence de ces entités malveillantes pour pouvoir partir avant que ça éclate. Ah, Donc, c'est aussi d'accord. comme ça que j'ai développé mes capacités extrasensorielles. C'était une forme d'entraînement, malgré moi. Voyant que ma sensibilité n'était pas du tout accueillie dans ma famille, surtout que j'étais beaucoup dans une situation où il fallait survivre, il fallait se battre pour pouvoir s'en sortir, j'ai tout caché et j'ai créé un jardin intérieur. Et ce jardin intérieur s'est beaucoup exprimé à travers l'art, puisque mes premières formations, c'est la peinture et la sculpture. Ah, Donc, d'accord. voilà. Comme j'avais de bonnes notes en classe, on ne m'a pas permis de pouvoir aller dans cette voie-là. On m'a obligée à faire de la science. C'était l'époque où la science était au-dessus de tout. Aujourd'hui, je me rattrape un peu. Ah oui, 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 bien, bien, franchement bien. Oui, c'est vraiment, oui. Comme quoi, on peut faire des pirouettes dans la vie. Oui, oui, non, parce que les dessins sont vraiment beaux, hein. Magnifiques, magnifiques. Donc, Et en fait, vous avez passé jusqu'à votre adolescence en cachant, voilà. tout à fait. Alors après, quand vous avez, vers la vingtaine d'années, tout ça, déjà, on est un peu plus indépendant, on s'occupe un peu Oui. moins quand même, enfin, on est supposé s'occuper un peu moins de ce que pensent les autres par rapport à la médiumnité, bien sûr. Comment vous vous en êtes sorti? Parce que, voilà. Et ben, en fait, en l'an 2000, j'avais 24-25 ans. Et je m'étais toujours dit, en l'an 2000, j'irai au Vietnam. Enfin, je retournerai chez moi. C'est ce que j'ai fait. Ah, ça, c'est formidable, hein. Et là, ça a été un déclencheur incroyable. Tout d'abord, dans l'avion, j'éclatais en pleurs parce que j'étais tellement émue, tellement bouleversée, tellement heureuse d'enfin retourner chez moi. J'attendais que ça depuis ma naissance. Et puis, quand j'ai mis le pied sur le tarmac, j'ai senti une énergie remonter dans mes jambes. Et là, je me suis sentie entière, enfin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au Vietnam, la médiumnité est quelque chose de complètement naturel, puisque les maisons traditionnelles vietnamiennes sont constituées d'une manière où la pièce centrale est la pièce dédiée aux ancêtres, Aux uniquement ancêtres, oui. aux morts. Oui. Donc, ça veut dire que les vivants vivent en permanence avec des morts, font des offrandes, et c'est tout à fait normal. Alors, je me suis dit finalement, mon problème n'est pas un problème en tant que tel, c'est juste un problème géographique. Donc, c'est pas Oui. grand-chose, tout va bien. Et quand je suis repartie, eh bien, j'ai commencé à oser m'exprimer, à oser dire, voilà, j'ai des capacités, je peux percevoir. Et alors, à cette époque, en plus, j'étais maquilleuse dans la mode et la publicité. Et je débarquais sur les plateaux photos, avec mes tarots, ma numérologie. J'étais jeune, je ne me rendais absolument pas compte de quoi que ce soit. Il y avait des directeurs de pub, etc. Ce n'était pas un problème. Et je tirais les cartes à tout le monde. Et donc, et les gens, évidemment, c'est comme ça que ça a commencé alors. Ouais, et les gens adoraient ça, en fait. Mais je voudrais revenir au Vietnam. Est-ce que vous avez retrouvé votre ancienne maison? Alors, pas la maison en tant que telle, mais oui, je suis allée parce qu'en fait, j'étais née dans le delta du Mekong et j'ai pu faire tout un périple en bateau dans le delta du Mekong. Donc, ce sont des petits villages qui sont sur pilotis. Et oui, ouais, ouais, sur Donc le là, port. ça Ouais. a dû être très, très émouvant pour vous. Ah oui, oui. C'est, Donc, c'est le voyage au Vietnam qui vous a permis de passer le pas. Et puis, bon, après, alors, comment êtes-vous passé du maquillage, si j'ose dire, de la mode, à qui vous êtes aujourd'hui? Alors, en 2003, alors, vu mon passif, il fallait de toute façon que je fasse un travail sur moi-même. C'était obligatoire, j'étais fracassée à l'intérieur. Donc, tout d'abord, en 2002, oui, 2001-2002, j'ai fait un gros travail sur moi, notamment en passant par la kinésiologie qui m'a vraiment sauvée parce que c'est très efficace et j'avais besoin que ce soit efficace. Et puis, ça m'a tellement plu que j'ai commencé à me former en kinésiologie et en Reiki. Et là, progressivement, les choses ont commencé à basculer. Et le basculement total s'est fait donc en 2003 en Birmanie. J'arrive à Yangon, la capitale. J'ai qu'une idée en tête, c'est aller à la pagode Shwedagon.
Donc, j'y vais. C'était obsessionnel. Il fallait que j'y aille. Alors, la pagode Shwedagon, c'est la plus grande pagode du monde, hein. Elle est bâtie sur une colline. C'est gigantesque. Quand on monte par un escalier qui est couvert, donc on ne se rend pas du tout compte de ce qui nous attend au sommet de la colline. C'est mystérieux. Mais par contre, on sent l'énergie qui monte au Ah, fur et à mesure. d'accord. Voilà, ça travaille à l'intérieur. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, moi, je me suis simplement euh, assise, voilà, tout simplement assise devant le grand stupa qui est recouvert d'or, hein, plus d'une tonne d'or, c'est énorme, qui est central en fait, hein, qui est central au niveau de la pagode. À l'époque, j'étais mariée avec un caméraman de télévision qui, lui, s'est empressé d'aller faire ses images avec sa caméra à droite à gauche et donc il m'a laissée toute seule, ce qui était très bien. Et là, tout d'un coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout d'un coup, en fait, je me suis retrouvée dans l'univers, comme si j'avais décollé, comme une fusée, mais en une fraction de seconde. Et là, j'étais dans l'univers et j'étais tout et rien à la fois. C'était fini. Je sentais que là, je pouvais dire stop à ma vie, en fait. C'était terminé. J'ai plus besoin de manger, plus besoin de boire, de dormir. J'ai dépassé ma condition humaine et j'avais atteint comme une sorte de stade ultime où j'étais vraiment tout et rien à la fois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je suis restée comme ça dans cet état de extatique, on pourrait dire, Mhm. de transcendance. Il y en a qui appellent ça aussi l'expérience d'éveil pendant un certain temps. Et puis, mon ex-mari a fait son tour, il est revenu et sa présence m'a fait redescendre dans mon corps de manière assez brutale. Mais en 2003, on ne parlait pas de ces choses-là, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, j'ai continué à faire la touriste comme si de rien n'était. Et puis, le lendemain, nous sommes partis à Pagan, qui est une plaine immense recouverte de pagodes et de temples. Il y en a des milliers, c'est extraordinaire. Et à l'époque, on visitait Pagan en vélo. Et donc, on loue les vélos, je fais quelques coups de pédalier et boum, je tombe par terre. Mais je tombe, je n'ai plus du tout de tension musculaire, au point même je me fais dessus complètement. J'arrive à peine à parler, enfin c'est comme un poisson, quoi, à bouger les Mhm. lèvres et à peine à cligner les yeux. Mais mon corps ne répond plus. Si je demande à mon doigt de bouger, il ne bouge plus. C'est fini. Donc là, je me dis, bon, super, dans un pays, il n'y a pas d'hôpitaux au bout du monde. Je suis handicapée, c'est la fête. Mais votre ex-mari était à côté de vous quand même. Ouais, donc il n'arrivait pas à me porter parce que dans ces cas-là, en fait, on pèse beaucoup plus lourd que notre Oui. poids habituel. Donc il a fallu arrêter une voiture, qui se mette à deux pour me porter, me mettre dans la voiture, me ramener à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, il y a une petite dame, j'appelle mon ange, sortie de nulle part, qui dit, je m'en occupe. Et donc, elle a demandé à ce qu'on m'allonge sur le lit. Elle a demandé à ce qu'on fasse du thé vert et, avec du sucre. Et elle m'a donné le thé vert sucré à la petite cuillère. Donc, j'étais comme ça, dans le lit, à boire à la petite cuillère mon Complètement, thé vert. complètement immobile, complètement. Dis Oui, donc, complètement handicapée. Je ne pouvais plus bouger, plus rien. c'est Plus rien. bizarre votre histoire. Alors, moi, Et en, alors. et en fait, au fur et à mesure, mais il a fallu plusieurs jours, donc j'ai récupéré mes fonctions musculaires. Hein. Plusieurs jours. Ouais, ouais, ça a pris du temps. Voilà, le Dis donc. lendemain, par exemple, j'avais encore du mal à marcher. Donc, on a dû faire en fait la visite. J'étais dans une calèche, assise dans une calèche parce que je ne pouvais pas marcher correctement. Donc, vraiment, il a fallu du temps pour vraiment que je reprenne mes fonctions normales. Et c'est des années plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé. Parce que vraiment, à l'époque, on n'en parlait pas en 2003. C'était inconnu. Enfin, je dirais que c'était connu dans certains pays, notamment en Asie, où on vit ce genre d'expérience de transcendance. Mais chez nous, en Occident, on n'en parlait pas. Et donc, j'ai compris en effet que j'étais revenue trop rapidement, de manière trop violente dans mon corps, qui n'a pas supporté le choc. Et donc, tout a disjoncté. C'est le moment de dire oui, tout a disjoncté. Et suite à ça, c'était terminé. C'est-à-dire que je suis revenue, donc on a fait notre parcours, on est revenu en France. J'avais un agent artistique, donc m'appelait pour me proposer du boulot. Le boulot qu'on ne peut pas refuser, c'est très bien payé, c'est le luxe et tout ça. On ne refuse pas ce genre de travail. Donc je disais oui. Et dans les jours qui suivaient, je commençais à avoir des nausées, à me sentir mal, à avoir des vertiges. Et donc à chaque fois, je devais prendre le téléphone et dire bah, écoutez, je suis désolée, mais je vais C'est pas devoir possible. refuser le travail parce que je ne suis pas bien, c'est pas possible. Et puis moi, je vais devoir arrêter tout court. Alors mon agent ne comprenait absolument pas. Il me dit mais c'est fini, en fait, c'est fini.
J'ai appris ce que je devais apprendre dans cette expérience-là. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose. C'est fini. Et c'est là, en fait, que la voie de médium s'est ouverte. Et là, j'étais vraiment portée, en fait. Hein. C'était au-delà de moi-même, c'était le bon moment. Et ça y est, tout s'est ouvert. Alors, évidemment, je n'étais pas toute seule, puisqu'il y avait aussi toutes mes aides invisibles qui m'ont accompagnée, qui m'ont enseignée et qui m'ont permis d'avancer. D'accord. Et donc là, vos premiers livres, parce que je mettrai hein, vos livres, c'était aussi pour les... Bon, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les esprits de la nature. Voilà. Moi, je suis passionnée par les esprits de la nature. Alors, je voudrais vous demander comment... Alors, déjà, moi j'y crois et j'ai lu beaucoup sur l'Islande où vous savez quand ils pensent, quand ils sentent ou ils voient certaines personnes, ils ne déplacent pas comment dire, la pierre. Alors je trouve ça absolument fascinant. Mais comment voit-on les esprits de la nature? Voilà, j'aimerais moi les voir. Je ne les vois pas. Alors, on peut s'entraîner en effet avec la clairvision. Oui. Sachant que parfois, on voit mieux avec les yeux fermés, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'image apparaît sur notre écran intérieur qu'avec les yeux ouverts. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir, fermer, vraiment pour avoir cette petite gymnastique. Et le cerveau se débrouille pour faire une image à peu près cohérente. D'accord. Et souvent, en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est de commencer à voir avec les mains, avec le clair touché, c'est-à-dire demander à l'esprit de la nature de venir se poser devant soi, approcher nos mains de la paroi vibratoire de cet esprit de la nature. Une fois qu'on sent quelque chose, alors comme chacun ressent à sa façon, on ne peut pas dire que ça va être comme ci ou comme ça peut être du chaud, du froid, comme un courant électrique, une densité, chacun ressent à sa façon, mais ce qui est important, c'est qu'on sente qu'il y a quelque chose de différent. Donc, on est sur une paroi vibratoire, surtout qu'au départ, on sait bien quelle est avec notre attention. Je cherche la paroi vibratoire de cet esprit de la nature. Hop, nos mains sont dessus. Et une fois que les mains sont dessus, on peut laisser glisser les paumes et avoir un contour qui se forme progressivement. Et une fois que ce contour se forme, là encore, notre cerveau, qui est quand même bien sympa, il se met à créer une forme d'image, même si ce n'est pas très clair, pas très défini, mais déjà, on a une idée. Est-ce que c'est un être complètement longiligne, très grand? Est-ce que c'est un petit tout rond? Est-ce que c'est du léger, très féerique, avec des ailes, tout léger façon mousseline? Voilà, progressivement, ça se met en place. Les mains, pour ça, sont formidables. Donc, c'est mieux déjà de faire comme ça. Ok. Oui, vraiment, bon, ça aide. Alors, bon, déjà, je vais m'entraîner. Alors, comme vous parlez, bon, alors on ne peut pas tout parler de tout, mais parce qu'on resterait des heures. Hein, si vraiment vous avez, alors on parle des maîtres spirituels, vous avez toutes les manifestations de l'invisible, les états modifiés de conscience. Ben vraiment, je conseille, en plus, alors évidemment, il y a les dessins, mais il est très clair, hein, il est écrit, c'est important parce que pour les bigleux comme moi, hein, je pense aux bigleux comme moi, eh bien, les caractères sont gros et le livre est très il est dense, mais on n'a pas. Alors, on peut regarder, on peut le lire. Moi, j'ai lu du début jusqu'à la fin, mais on peut aussi le lire par les sujets qui nous intéressent en premier. Hein, voilà. Et alors, j'aimerais, pour terminer, que vous me disiez, mais quel genre de personnes, par rapport à la médiumnité et l'invisible, quel genre de personnes viennent vous voir? Parce que vous dites à la fin de votre livre, on devient médium professionnel. Et vous dites, alors on peut donner des soins, on peut enseigner du conseil, l'harmonisation des lieux, et puis évidemment parler avec les défunts. Alors pardon, Loane, vous, qui vient vous voir? Des personnes qui ont cette sensibilité médiumnique et qui souhaitent en apprendre plus, qui se sentent souvent un petit peu isolées. Oui. Parce que, voilà, pas comprises par leur entourage, se sentent différentes. Aujourd'hui, c'est vrai que j'accorde plus d'importance à l'enseignement. Donc, c'est vraiment la formation qui me tient à cœur et les personnes viennent pour apprendre. Pour apprendre. Pour apprendre, voilà, pour apprendre. Alors, pour apprendre sur elles-mêmes, parfois, parce qu'il y a aussi besoin de faire un travail sur soi pour justement ne plus être influencé par
le poids du passé, alors que ce soit le poids du passé au niveau familial que karmique, Oui. que le poids aussi de ce qu'on a pu vivre là dans cette vie-ci et qui peut être aussi très lourd. Donc c'est aussi, voilà, d'abord commencer par s'alléger pour aller découvrir qui on est en profondeur, aller toucher notre essence. Et à partir de là, pouvoir aussi s'accepter tel que nous sommes. Ça, c'est Ah, important aussi. hum, Hein, ouais. parce que beaucoup se cachent derrière une carapace, derrière un costume, ce qui est aussi normal parce que dans cette société-là, c'est ce qu'on nous demande pour pouvoir survivre, hein, pour pouvoir entrer dans cette société, mais ce qui n'est pas toujours en justesse avec notre nature essentielle. Bien sûr. Donc, c'est déjà aller à la rencontre de soi-même. Et une fois qu'on est allé à la rencontre de nous-mêmes, eh bien là, il est possible en effet de développer ces capacités extrasensorielles, de développer cette sensibilité pour nous permettre, alors, pas forcément de manière professionnelle, parce que cette sensibilité médiumnique, on peut l'utiliser en fait dans toutes les activités de la vie. Einstein l'utilisait pour ses formules mathématiques, Mozart pour pour écrire de la musique. En fait, quand on regarde un petit peu, les grands inventeurs, les grands créateurs de l'histoire sont tous des médiums, tout Oui. simplement. Parce qu'ils Hum. ils captent de l'invisible, ils sont inspirés par cet invisible pour le transmettre sur Terre. Donc, on peut aussi utiliser cette médiumnité dans un cadre d'activité qui nous plaît, mais qui n'est pas forcément être médium professionnel. Professionnel, c'est ça. Voilà. Après, être médium professionnel demande encore une autre structuration parce que c'est très éprouvant, mine de rien. Ah bah oui, Donc, oui, ça oui. veut dire qu'il faut aussi un cadre qui le permette. Et c'est la première chose, en fait, qu'il faut regarder. Dans quel cadre nous souhaitons exercer? Est-ce que c'est dans le cadre du cabinet? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est une relation face à face? Est-ce que c'est à l'extérieur? Je bouge beaucoup, je voyage, par exemple, quand on va avoir des maisons à droite, à gauche. Le cadre qui nous convient. Et puis ensuite, bien entendu, l'hygiène de vie qui va avec. Bien sûr, ça c'est très important, hein, parce qu'on voit, les personnes disent, j'entends souvent, hein, bah, regardez, comment il s'appelait là, Steve Jobs, vous savez, de Apple, depuis l'âge de Oui, 16 ans, et quand vous lisez sa vie, effectivement, il était totalement végétalien, il mangeait très très bien, mais il était toujours en colère, il y avait beaucoup de colère en lui, beaucoup de frustration. Bon, il n'était pas facile, le pépère, hein, ça, alors là, pardon. Donc, il y a la nourriture alimentaire, enfin l'alimentation, mais il y a aussi les pensées, notre façon de voir la vie, etc. etc. Bon. Donc, vous faites des formations, c'est ça, hein? exactement. Je fais des Bon, formations co-animées avec mon mari, qui lui aussi est thérapeute. bon, alors donc vous me donnerez tout ça, hein, que je puisse le mettre dans le Merci. blog. Alors, donc, je répète, parce que là, on ne peut pas malheureusement rester 2 heures, mais je remontre votre livre, hein, qui est vraiment super, super. Bon, je ne vais pas reparler des, des illustrations, mais franchement, je les trouve, si j'en parle encore, parce que je les trouve tellement belles. Eh bien, écoutez, je suis ravie, hein, Loane, de cet entretien. Je vous trouve très authentique, très. C'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'on on sent beaucoup de spontanéité, beaucoup d'authenticité. C'est ça. Pour moi, c'est très, très important, l'authenticité. Là, on est vraiment, là, on se dit, bah tiens, à la fin de votre livre, on dit, bah oui, bah moi aussi, je peux être aussi médium, hein, ce qui n'est quand même pas. Bon, bon, il faut bosser, hein, c'est comme un muscle, ça on a bien compris, mais quand même, voilà. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Je vais parler, évidemment, je vais donner toutes les indications pour les personnes qui sont intéressées par votre livre, par vos formations aussi, et puis votre mail. Vous allez me donner tout ça et je le mettrai dans mon blog. Voilà, je suis ravie, ravie. Je vous remercie. Alors, je regarde, oui, parce que des fois, je fais des bêtises dans la technique. Je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses, de vendre beaucoup, beaucoup de livres, pas seulement, c'est pas le côté mercantile, mais c'est parce que vraiment, il est super intéressant, très exhaustif, des Amérindiens, des rituels, enfin vraiment, c'est extraordinaire. Bon, vraiment, je le recommande et je le recommanderai et je lui mets 5 étoiles. Voilà, je mets 5 étoiles. Je lui Waouh! dis, ah ouais, carrément, allez, carrément. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère, hein, quand peut-être on aura l'occasion pour un prochain livre. Et bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sylviane. Merci. Au revoir. Au revoir.